Pour la présentation. Écoutez, je vais vous parler de numérique aujourd'hui, heu, pas uniquement pour gagner du temps parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec le numérique aussi, mais même pour gagner du temps éventuellement. La présentation va défiler rapidement, puis je vous expliquerai peut-être où la télécharger après. Je remercie le CETREC, pour son invitation et je vous remercie, vous aussi également d'être là aujourd'hui. Mon objectif, après une grande parenthèse de départ pour vous mettre dans le contexte du numérique, pour vous dire que c'est pas tout rose avec le numérique, mais un des problèmes qu'on a beaucoup au Québec et ailleurs aussi avec le numérique, c'est cette vision polarisée. Hein. Il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre, puis on ne jure que pour le numérique ou contre le numérique complètement. Il y a des provinces, il y a des pays, on est en train de bannir le téléphone cellulaire. Ouais, écoutez, quand il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, là, on n'arrête pas les cours de natation partout dans la province. Après, il me semble que c'est contraire à la mission d'éducation de l'école. Et donc, quand je vois toutes ces choses sur le numérique, je me dis, selon moi, c'est important en tout cas que la recherche vienne apporter un certain éclairage. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens des milieux de pratique, il y a des gens d'un peu partout, mais mon objectif, c'est de vous proposer 20 stratégies pédagogiques, ça va défiler rapidement, pour un usage réfléchi du numérique en éducation, mais 20 stratégies qui sont basées sur des résultats de recherche. Donc, je n'ai pas le temps de présenter toutes les recherches derrière. Je vais faire quelques clins d'œil à certaines recherches, mais mon objectif, c'est de vous présenter à la fin ces stratégies-là, des choses pratiques. La pire chose à faire, ce serait de vouloir les implanter dans votre milieu en même temps, la première journée pédagogique que vous avez. Je pense qu'il faut plutôt regarder celles qui correspondent à vos besoins, à vos attentes. Mais donc, je vais la diffuser un peu après ma conférence. Alors voilà, juste peut-être une brève introduction sur moi. J'utilise le numérique depuis très, très longtemps dans mon enseignement depuis près de 30 ans. À l'époque, quand j'ai acheté mon premier micro-ordinateur, le ministère de l'Éducation nous permettait d'emprunter sur 17 ans pour acheter un micro-ordinateur. Si un jour vous venez à mon bureau au pavillon Marie-Victorin, il y a un vieil ordinateur sur le bord de la fenêtre, c'est pas juste pour décorer, pour ramasser la poussière, c'est parce que celui-là, pendant 17 ans, j'ai contribué à son financement. Alors voilà. Donc, 30 ans de numérique, 30 ans où j'étais un témoin privilégié de succès, mais aussi de défis. Je peux vous raconter tellement d'anecdotes. À l'Université de Montréal, au début des années 2000, c'était pas le recteur actuel, c'était un autre. Les podcasts venaient d'être inventés. Il n'y avait pas l'iPod encore, mais les podcasts étaient là. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Ben, on mettait des cours universitaires audio, puis on s'imaginait qu'avec ça, les étudiants allaient tellement apprendre. Si vous regardez sur Internet, sur iTunes U, un des premiers podcasts au Canada, c'est moi. Mais les seuls qui l'ont écouté, c'est ceux qui ont participé à la conception du podcast. Parce qu'après ça, on s'est rendu compte à l'université rapidement qu'en musique et pour l'apprentissage des langues, les podcasts étaient très efficaces, mais les cours de chimie ou les cours de mathématiques dans ton baladeur, ce n'était pas particulièrement efficace. Alors, tout ça pour vous dire rapidement qu'en 30 ans et plus de numérique, j'ai gagné et j'ai aussi perdu énormément de temps, mais parfois, en éducation, il faut savoir perdre du temps pour aller plus loin, pour aller ailleurs aussi parfois. Alors voilà. Euh, comme cet événement est organisé par le CETREC, le Centre de transfert pour la réussite éducative au Québec, les résultats, ce que je vais vous présenter, je vais les diffuser sur les réseaux sociaux pour vous inviter à devenir membre aussi de ces réseaux sociaux qui est une forme finalement de véhicule de transfert de connaissances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si nos voisins du Sud ne l'utilisent pas toujours à bon escient, d'ailleurs, ça a perdu un peu de son image depuis que certains entre eux l'utilisent plus, mais ça prend 60 secondes pour s'abonner. Il y a énormément de recherches qui ont été faites sur son usage pour le développement professionnel et ça permet de s'informer, parfois même de se former sans être débordé. Pourquoi c'est important de ne pas être débordé? Parce qu'en éducation, le temps, c'est-à-dire la thématique aujourd'hui, le temps, c'est quelque chose de précieux et le temps, c'est quelque chose dont on ne dispose pas toujours en éducation. Alors, des fois, on est débordé. Donc, jadis, c'était 140 caractères. Aujourd'hui, c'est 280 caractères. Mais 200 caractères, je vous promets que ça se lit très rapidement. En deux gorgées de café, des fois, on peut regarder des nouvelles qui nous intéressent. Alors voilà, donc, si jamais ça vous intéresse, à la fin de l'atelier, je vais tout diffuser là-dessus. Mais je ne vais pas uniquement diffuser ce que je vais présenter aujourd'hui. Systématiquement, quand on fait des recherches avec mon équipe, on tente toujours de diffuser des résultats synthèse avec, on met un tout petit paragraphe avant qui met un peu le contexte, puis après ça, on met les principales recommandations, les principales leçons qu'on a tirées, et je ferai la même chose aujourd'hui aussi. Juste avant qu'on rentre dans ces recommandations,
Je fais des recherches sur le numérique depuis plusieurs années. Euh, Quand j'ai préparé cette conférence, je regardais qu'est-ce que j'allais intégrer selon le temps dont je disposais. J'ai toute une banque de vidéos qu'on a prises en salle de classe chaque année avec mon équipe. On est une quarantaine de journées dans des écoles à travers la province, même des fois ailleurs aussi. Et on a des vidéos qui datent de longtemps. On avait des gros ordinateurs beige et tout. Là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais intégrer? Finalement, je n'ai pas pris ces vidéos-là, j'en ai quelques autres. Mais au fil des ans, il y a des constats, des recherches qu'on a menées sur le numérique en éducation. Et juste avant de vous présenter ces stratégies, je pense que c'est important de faire une parenthèse peut-être pour vous parler de certains de ces constats. Il y en a 5 principaux qui sont, selon moi, importants. Le premier, c'est que le numérique peut participer. Et le mot peut, ce n'est pas anodin. J'espère juste que mon pointeur va fonctionner. Il fonctionne. Alors, le mot peut, il est important. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'usage. Je vous donne un exemple très concret. Au Québec, il y a beaucoup d'écoles qui, à 6 ans et demi, ont pris un virage tablette, iPad. Et là, c'est parti de tous les côtés. Il y a des écoles où ça s'est très bien passé. On en a suivi 56. Il y a des écoles où ça s'est tout à fait mal passé. Ben, pourquoi? Ben, dans les deux, on met la faute sur le numérique, mais le numérique, lui, il a rien fait pour tout ça. Il y a des techniques. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Et donc, en bout de ligne, trop souvent, on met la faute sur le numérique, mais le numérique, lui, il a rien fait pour tout ça. Il y a des technologies qui ont un plus grand potentiel que d'autres, mais ce n'est pas vraiment les technologies. Donc, l'idée peut participer à la réussite éducative. Pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est un constat qui revient dans plusieurs recherches. Deuxième constat, euh, quelque chose qui est important à l'école qu'on oublie parfois, on en parle beaucoup dans des rapports internationaux. Je pense qu'il faut aller visiter quelques écoles secondaires au Québec pour comprendre qu'un des problèmes majeurs, on a plusieurs problèmes dans les écoles, mais un des problèmes majeurs, c'est l'engagement, la motivation des jeunes. Et le numérique, les recherches depuis longtemps montrent que ça peut aussi, et le mot peut est encore important, participer à l'engagement des apprenants. C'est un deuxième constat. Le troisième constat des recherches qu'on a menées, c'est peut-être le plus important selon moi, c'est que ce sont les usages qui sont importants. Il y a eu, il y a toujours des histoires d'horreur avec le numérique qui existent. Je pense que le plus grand désastre, il y en a eu plusieurs désastres du numérique, là, mais la plus grande erreur qui s'est passée, euh, c'est en Californie, le LA School District, une commission scolaire, 2 millions d'élèves, c'est pas peu. Ils ont décidé d'implanter des tablettes auprès de tous leurs élèves. C'est un grand pari. Ils ont eu des problèmes de délai et ils ont donné les tablettes le premier jour de classe à tous les élèves et à tous les enseignants en même temps. Grave erreur. Ils avaient protégé les tablettes, mais les élèves, en moins de 48 heures, ils avaient réussi à trouver une façon de l'ouvrir. Ils ont partagé ça à tout le million d'élèves. Alors donc, ça n'a pas bien marché. Est-ce que c'est la faute des tablettes? Absolument pas. On n'a pas préparé les enseignants, on ne s'est pas doté de mesures de sécurité. Donc, les usages sont importants, c'est ce qu'on en fait qui va transformer un peu l'expérience scolaire. Et je pense que c'est important de parler de transformation de l'expérience scolaire aussi. Être à l'école, si on calcule le nombre d'heures de la maternelle jusqu'au cégep, où est-ce qu'on est assis sur une chaise, pas un grand fauteuil confortable, une chaise en bois en général, on est aux environs de 15 000 heures. C'est beaucoup quand même. Donc, si le numérique peut nous permettre de rendre ça plus intéressant, plus agréable, de nous permettre de nous engager, de nous permettre d'apprendre plus aussi, ça peut être intéressant. Donc, troisième constat, ce n'est pas les technologies, mais c'est vraiment les usages qui sont extrêmement importants. Quatrième constat, il y a des étapes qu'on remarque au fil des ans. Et les étapes, il n'y a pas nécessairement d'ordre toujours. Ça dépend, il y a des proportions différentes. Mais la pire chose à faire, c'est de ne pas préparer les enseignants avant. La pire chose à faire, si on veut remonter plus loin, c'est d'acheter des équipements informatiques sans les consulter. T'sais, on impose ça. T'sais, on arrive en septembre, ah, mon tableau noir, il est disparu, il y a un tableau informatique, numérique. Mais il n'est pas branché encore. Alors, qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a plein d'histoires comme ça. Et donc, il y a des étapes. Et on veut former, on veut équiper, on veut préparer, responsabiliser, engager les élèves. Ça, ce sont des choses, là, c'est tout récent dans les projets de recherche sur le numérique, où est-ce qu'on parle finalement de... Avant, on ne parlait même pas de formation des profs, des enseignants. On s'est mis à parler de formation. Puis là, maintenant, de plus en plus, on parle aussi de préparation des élèves. Parce que nous, on a fait quelques études que je trouve délicieuses dans des écoles secondaires, parce qu'il y a plusieurs problèmes d'engagement.
et avec la permission des parents, du comité éthique de l'Université de Montréal et de la permission de la direction d'école, des enseignants, on piège un peu des jeunes élèves en première secondaire. On fait des études sur le numérique, on est là et quelqu'un cogne à la porte. Dans la classe, il y a l'enseignante, il y a moi, un ou deux assistants. Quand on cogne à la porte, on doit sortir pour une urgence. Ils sont filmés pendant ce temps-là. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est pendant qu'on est parti, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors au début, beaucoup sont très sages. Puis il y en a certains qui, après 5 secondes, déjà, ils essaient de voir, y a-t-il d'autres choses sur la tablette du monsieur pour, hey, y a-t-il des jeux, y a-t-il des réseaux sociaux, y a-t-il quelque chose d'autre? Ça, c'est quand ils ne sortent pas leur téléphone cellulaire. Mais rapidement, on se rend compte que ce n'est pas naturel pour eux d'apprendre avec le numérique. Alors, il faut un encadrement, il faut les préparer, il faut les responsabiliser. Et mon exemple sur les téléphones cellulaires, parce qu'on a mené plusieurs enquêtes, le téléphone cellulaire à l'école, c'est un grand défi, mais ce n'est pas juste un défi à l'école, c'est un défi partout dans la société. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent de ça, mais quand on les voit eux-mêmes texter au restaurant ou partout, je me dis, bon, ben, c'est pas évident, c'est pas nécessairement le meilleur exemple pour leur enfant. Alors oui, c'est un problème, qu'est-ce qu'on fait? On interdit, on fait semblant qu'il n'y a rien, mais non. Je veux dire, il y a un problème, on ne sait pas nager, ben on montre à nager aux gens. On n'interdit pas la natation pour autant. Alors pour moi, l'interdiction, c'est pas une bonne mesure, comme ça va arriver en Ontario, nos voisins, comme c'est le cas en France, par exemple, aussi, mais il faut des règlements, il faut des balises et il faut travailler sur la responsabilisation des jeunes. Cinquième constat, et pour moi, c'est un constat qui est triste. On a vu énormément d'écoles dans beaucoup de projets différents, et dans ces écoles qu'on voit, là je parle des écoles où les technologies sont vraiment très présentes, et pour moi, c'est le plus grand défi qu'on retrouve en éducation. C'est quoi? C'est difficile de le nommer, mais c'est un défi qu'on retrouve dans des classes qui sont équipées. Et j'ai appelé ça la passivité numérique des apprenants. La passivité numérique, c'est quoi? Ben, il y a deux volets à ça. Il y a des apprenants qui ne sont pas engagés, qui font rien. Et cette passivité numérique, ce qui est triste, c'est que ce sont des gens qui sont des écoles ou des classes qui sont bien équipés, mais ils sont bien équipés de technologie, mais on ne les utilise pas. Il y a combien de classes là, au secondaire où les élèves ont un ordinateur portable? Il y en a partout au Québec, public, privé. Et dans certains cours, ah non, nous en français, on ne fait jamais d'ordinateur. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui arrive en français, là, 2019? Là? Hey, j'ai peur qu'il ait oublié d'utiliser un crayon. Moi, je vous promets là, qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui montrent qu'un jeune du secondaire qui ne sait pas utiliser le crayon en sortant du secondaire. Mais donc, il y a beaucoup de classes où il y a des technologies présentes qu'on n'utilise pas ou qu'on sous-utilise. Et le deuxième problème à ça, c'est des apprenants qui utilisent le numérique en classe, non pas pour apprendre, mais pour faire autre chose, se distraire, socialiser. Et il y a une photo délicieuse que je montre, euh, qui vient de mon pavillon Marie-Victorin. Quand je descends au deuxième étage, prendre un café au café étudiant pour les encourager, il y a un amphithéâtre d'à peu près 90 étudiants. Dans cet amphithéâtre, je prends un grave plaisir à prendre une photo à l'occasion. Je veux savoir combien sont sur Facebook pendant les cours. En général, c'est 100%. Là. Je ne veux pas être méchant. C'est un problème majeur. Puis, ça, c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone intelligent et on voit les écrans, tout le monde, 100%, pendant que j'ai des collègues devant en train de se démuer. C'est des futurs enseignants qui vont poser leur candidature bientôt. Et par contre, le premier ici devant, j'ai pris dos volontairement pour pas qu'on le reconnaisse. S'il est dans la salle, il ne faut pas dire que c'est toi. Euh, Lui, il m'a impressionné quand même parce que j'ai dit waouh. Et là, tu peux rentrer dans la classe, il est en transe, il ne te regarde même pas. Et là, finalement, qu'est-ce que je vois? Il regarde du basket sur sa tablette. Il apporte son téléphone intelligent, puis on a encore un journal papier à l'Université de Montréal pour les étudiants. Lui, il laisse aucune chance à son prof. Tu arrives à ton cours, équipé de ta tablette avec ton match de basket, ton téléphone intelligent et ton journal papier. Tu t'en viens où, là? Et donc, c'est une problématique. Et quand je dis que la problématique, elle est majeure, mais il faut que l'école joue un rôle là-dedans aussi. Qu'est-ce qui arrive dans les écoles secondaires? Qu'est-ce qui arrive dans les cégeps entre les cours? Ben voilà. Toutes les photos que je vous montre là, elles ont été prises par moi dans des projets de recherche. Et donc, la passivité numérique, ce n'est pas juste au secondaire, ce n'est pas juste à l'université, c'est dans tous les cas. Même des recherches qu'on mène au primaire, c'est difficile. Tu donnes une tablette à des enfants, là, et après 10 minutes, on était dans une école, on fait beaucoup d'études en milieu défavorisé. Moi, en tout cas, avec la chaire, on travaille fort, on se dit qu'il y a des milieux qui ont plus de besoins que d'autres, alors on essaie de les faire participer à nos recherches pour tenter de rehausser la réussite éducative.
On travaille, par exemple, dans certaines écoles, certaines qu'on a le droit de nommer, l'école Paul Jarry, qui était il y a 2 ans, selon les statistiques, l'école la plus défavorisée au Canada. Ce n'est pas une piètre statistique. On a beaucoup de projets avec le numérique dans cette école-là. Mais donc, ce n'est pas une photo à l'école Paul Jarry, c'est une autre école en milieu défavorisé. Avec la permission des parents, toutes les photos ont été prises. On travaille sur l'impact d'applications éducatives. On regarde sur les applications en français, en mathématiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais les tout petits élèves, ils sont en 2e année, puis je suis grand, puis j'étais prof au secondaire avant, ils ne m'écoutent plus. Et là, l'enseignante qui me dit, ben, Thierry, c'est parce qu'au primaire, il faut que tu leur dises de mettre leurs mains derrière la tête quand tu parles. C'est sûr qu'au secondaire, là, si j'essayais ça, je me suis dit qu'ils m'auraient regardé étrangement. Mais l'enseignante, là, Nathalie, elle s'appelle, mais elle avait tort, parce que la petite fille, elle a ses mains derrière la tête, là, elle ne me regarde pas du tout, elle regarde la tablette de son... Lui, il a eu peur de moi. Il a dit, monsieur n'a pas l'air commode, là, on va l'écouter. Mais l'autre derrière, il y a une main derrière la tête, là, l'autre main sur la tablette. C'est juste pour vous dire que ce problème-là, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas de solution. Mais moi, je pense qu'on peut travailler beaucoup à l'école, en éducation. Puis même le petit derrière, j'ai pris mes stratégies de gestion de classe secondaire, ceux qui ont déjà été profs au secondaire ou qui le sont, là, je me suis approché de son pupitre. Il dit, oh, monsieur, monsieur, je vous écoute. Mais non, il a les 2 doigts prêts. Il regarde juste sa tablette. Il dit, oui, vas-y, monsieur, parle, mais je t'écoute. Mais en vérité, il ne m'écoutait pas du tout. Et donc, pour que ça participe vraiment à la réussite éducative, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut préparer les apprenants. Il faut les engager dans les activités. Avant de leur donner la tablette, il faut leur parler et constamment les responsabiliser. C'est des choses essentielles qu'on doit faire. Et je ne veux pas vous inquiéter, mais je peux vous dire que la distraction, la passivité, peu importe comment on l'appelle, c'est un défi de chaque instant. On ne peut pas imaginer, là, dans un monde où les élèves reçoivent en moyenne 6 000 messages textes par mois, sans compter les notifications sur Instagram, Snapchat, etc. et tout, là, on ne peut pas imaginer qu'ils vont rester attentifs pendant 3 minutes si on n'a pas eu une stratégie intelligente. Maintenant, les stratégies de gestion de classe, on a étudié ça aussi. Il y en a plusieurs qui fonctionnent. Simplement circuler en classe, déjà, ça limite les usages déviants. Quand on donne un travail à faire à ses élèves, si on est devant la classe, la même chose dans les observations de classe qu'on a faites, 97 le 3 peut-être qu'on n'a pas pu le voir parce qu'il était bon, mais on a des caméras et tout, 97 vont avoir des comportements. Ils vont prendre leur appareil numérique pour faire autre chose. Mais le prof qui met son pupitre à l'arrière de la classe, là, les élèves sont embêtés. Là. Hein, tu vois celui ou celle qui veut texter, là, elle se retourne 4 fois. Là, c'est louche. Là. Si tu es prof un peu allumé, là, tu te dis, OK, là, il y a un petit problème, mademoiselle. Là. Tu peux-tu regarder ta feuille? Ou sinon, dans les autres classes, c'est vraiment. Puis, vous savez, quand on fait ces études-là sur la gestion de classe et le numérique, ceux qui nous ouvrent les portes de leur classe, ce n'est pas des enseignants qui ont du mal en gestion de classe, c'est des enseignants qui disent oh, venez dans ma classe, il n'y a pas de problème, vous allez voir, là, dans ma classe, personne ne texte. Là, après ça, quand on leur montre les vidéos après, ils sont un peu traumatisés. Cet élève là-bas qui se grattait, je pensais plein de fois, ben, il n'était pas en train de se gratter, non, non, il est en train de prendre son appareil, etc. Donc, des constats de recherche qui sont importants. Et le dernier, c'est qu'il faut faire attention à la distraction qui est omniprésente. Mais en même temps, ce n'est pas parce que la distraction est là que automatiquement on arrête d'utiliser le numérique pour autant. Alors voilà. Je dis juste un autre mot. Je parle de façon plus large du contexte peut-être. Il y a dans plusieurs rapports internationaux, je parle de l'école, il y a 2 recommandations qui reviennent souvent. On dit que l'école, on doit préparer nos apprenants pour le futur, mais de plus en plus, on dit qu'à l'école, là j'ai mis une copie d'écran, j'aime bien mettre des preuves des fois, ben, on ne les prépare pas assez pour les compétences du futur, pour les compétences dont ils auront besoin pour le monde de demain. La créativité, la collaboration, la résolution de problèmes, l'esprit critique, etc. Quand est-ce que c'est évalué en fin d'année, ces compétences-là? Hein? Ben, et donc, ça sort dans plusieurs rapports. Là, ce qui sort aussi comme autre constat, c'est le problème de l'engagement, qui est un problème planétaire aussi. Ce n'est pas juste dans vos écoles au Québec, par exemple, c'est dans beaucoup d'endroits. Et avant de rentrer dans les 20 stratégies, il y en a qui disent, coudonc, il va-tu arriver là? J'y arrive. J'avais dit que j'enrobais ça d'une grande parenthèse au début, hein, ce n'est pas des blagues. Euh, il ne faut pas voir le numérique comme une fin. Moi, ça m'embête toujours. Là. Il y en a qui veulent tout faire, tout avec le numérique. Non, non, il faut y aller doucement. Le numérique, là, puis c'est pas juste pour répondre à un besoin précis. Le numérique, c'est beaucoup plus vaste que ça, moi, je pense. Ça veut dire, il ne faut pas se limiter, selon moi, à la vision utilitaire du numérique. Puis il faut voir, est-ce que ça
pourrait transformer des choses à l'école dans ce qu'on fait? Est-ce que ça pourrait permettre de faire quelque chose de complètement nouveau? Et Heu, cela dit, quand j'expliquais qu'il y a toujours quelque chose de polarisé avec le numérique là, j'aime bien mettre des preuves dans ce que je dis. Je vous montre 2 captures d'écran d'un journal très connu, La Presse. La première, c'est une caricature où est-ce qu'on rit un peu des gens qui se plaignent du numérique et dans la caricature, je vous la montre tout de suite, c'est un petit garçon qui amène son ami voir son grand-père, puis son grand-père qui lui dit: «Dans mon temps là, on n'avait pas toutes ces bébelles-là, là. Les tableaux blancs interactifs, on avait un bout de papier puis un crayon». Et le petit garçon qui dit à son ami: «Ben, mon grand-père, il explique pourquoi il a quitté l'école à 14 ans». Alors, c'est une caricature un peu pour rire des gens qui sont toujours contre le numérique. Mais, vous savez, parallèlement à ça, il y a très peu de temps, il y a eu un article dans la presse, je vous inviterai à le lire aussi, des tablettes en classe à bonne ou à rude école. Et là, écoutez, la journaliste, elle a comparé le numérique en classe. C'est comme si on mettait les élèves dans de l'amiante, dans des pesticides. Je dis, écoutez, y a-t-il comme un débat plus polarisé que ça à un moment donné? Alors, je me dis, il faut sortir de ce débat-là. Ceux qui pensent qu'on va s'arrêter, qu'il y aura moins de numérique l'année prochaine, il n'y en aura pas moins. C'est omniprésent. Et je pense qu'il faut regarder de façon critique qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et peut-être pour vous rassurer, là, on n'est pas une exception. Les innovations, ça a toujours fait peur. Et si on remonte il y a 2000 ans, Socrate, il était contre l'écriture. Il avait peur parce que, non, mais dans son esprit à lui, là, j'ai eu la chance, mon père est prof de philo, alors quand j'étais petit, j'avais des cadeaux de Noël, mais non, que j'aurais donc aimé avoir autre chose, mais à l'époque, il n'y avait pas Google pour googler ce qu'on pouvait avoir. Mais Socrate, ce qu'il a dit, il dit, mais là, si tu écris quelque chose sur ce que quelqu'un a dit, tu pourrais écrire n'importe quoi. Et ce qu'il a dit, c'est que l'écriture sans la parole est orpheline. Il était contre ça. Heureusement que Platon a écrit sur ce que Socrate a dit. On n'aurait pas su son message aujourd'hui. Et ce que j'ai dit plus tôt aujourd'hui, lorsqu'une personne frôle la noyade, on n'élimine pas la natation, au contraire. Et moi, c'est mon message par rapport au numérique. Alors voilà. Donc, juste avant encore de rentrer dans mes vins, j'y arrive. Hein, je me suis dit que j'allais faire un historique en vraiment 60 secondes du numérique au Québec, parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'en vient la semaine, je ne peux pas dire quand, mais ça s'en vient très bientôt. Euh, Au Québec, le numérique, ça a commencé dans certaines commissions scolaires au début des années 70 pour la gestion des dossiers. Au milieu des années 70, il y avait des cours de programmation. Euh, Moi, je me rappelle avec mon bon ami François qui habite à Québec, avec qui on est à l'école primaire, au secondaire ensemble. 2 jours de travail, parce qu'il y avait eu un ordinateur Commodore à l'époque. 2 jours de travail, on avait réussi à faire un rond. Écoutez, là, ma mère, qui était prof de français, elle me regardait en disant, mais un rond, après 2 jours, elle ne comprenait pas. Mais à l'époque, c'était quand même ça, des projets de fin d'année. Il fallait faire un carré, il fallait faire des ronds, on faisait la programmation. Et il y a eu plusieurs autres choses. Il y a eu des cours toujours facultatifs. En 94, au Québec, on a rendu les cours de technologie obligatoires pour la formation des maîtres. Par contre, dans beaucoup d'universités, c'était géré par les départements d'informatique. Ce n'était pas l'idéal pour les enseignants. À l'époque, on appelait ça les NTIC. Ensuite est arrivé le programme de formation actuel des enseignants, où est-ce qu'il y avait le numérique fait partie. C'est actuellement la compétence 8. Ensuite. Et quand il y a eu le programme de formation d'école québécoise, je dis il y a eu, mais il est toujours là. Hein. Et si vous allez voir dans ce, tout le monde devrait connaître ça. En tout cas, si vous êtes au Québec, vous ne connaissez pas le programme de formation d'école québécoise, il y a un problème. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans ce programme-là, il y a des trésors cachés. Je vous mets des captures d'écran, là. Enregistrez ces résultats de recherche sur une disquette. Il y a plusieurs éléments étranges comme ça. On parle de télécopieur. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est vous la dernière fois que vous avez utilisé un télécopieur. On parle d'audiocassette et on parle aussi de vidéodisque. Donc, toutes des choses qui sont présentes dans le programme actuel. Euh, je saute quelques années. Hein. En décembre, il y a eu la stratégie numérique du Québec. Le 30 mai dernier, le plan d'action numérique qui annonçait 33 mesures dans 3 orientations. Et une des premières mesures, c'était un cadre de référence des compétences numériques, un nouveau cadre des compétences numériques au Québec. Et je peux vous dire que très bientôt, il y aura une annonce officielle où est-ce qu'on va parler de nouvelles compétences numériques pour le Québec, mais pas des compétences qui nous mettent juste 3-4 ans en arrière, des compétences là, qui nous mettent finalement là, au premier plan des pays les plus novateurs sur Terre, je dirais. L'intelligence artificielle, possiblement qu'elle fera partie des contenus obligatoires d'enseignement dès le primaire. Par exemple, maintenant, la mise en place de tout ça, ce n'est pas mon domaine. Hein. Moi, je suis simplement à l'université. Alors, sur ce,
rapidement, je vais défiler 20 pistes, et j'appelle ça des pistes pour un usage réfléchi du numérique en éducation. Et ce sont des pistes, ce sont des idées à ne pas implanter tout en même temps. Ces pistes sont fondées sur plusieurs recherches, des recherches qu'on a menées, des recherches qu'on a lues ailleurs, sur ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Et l'idée, finalement, il ne faut pas retenir les outils qui sont mentionnés à titre d'exemple, c'est vraiment retenir un peu les principes. Alors, un des défis avec le numérique, c'est quoi? C'est de s'assurer que les élèves ne fassent pas autre chose. Et ce qui semble bien fonctionner, c'est de leur donner des tâches signifiantes, des tâches qui vont les engager, des tâches qui sont liées à la réalité des jeunes. Donc, une des premières activités, si le numérique, c'est pour passer le temps, il y a beaucoup d'enseignants qui n'aiment pas parce que ils font jouer leurs élèves. Tu as fini ton devoir de maths, de français, tu peux aller jouer à l'ordinateur. Ah, moi, là, je me dis non, ils jouent assez à la maison, les jeunes. À l'école, on doit encadrer cet usage numérique. On ne doit pas les laisser jouer des tâches signifiantes, des tâches qui les font apprendre. Dans toutes les recherches qu'on a menées, ce que les élèves aiment beaucoup aussi, c'est résoudre des problèmes. Et là, je vais vous raconter, pour mettre de la chair autour de ces énoncés, quelques exemples. Pas quelques exemples par piste, parce qu'on n'aura pas le temps. Dans tous les projets qu'on a faits, il y a des exemples qui m'ont vraiment marqué. Et par rapport à l'idée de résoudre des problèmes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans un cours d'histoire. Il y a beaucoup d'enseignants d'histoire au Québec qui utilisent le numérique. Il y a un enseignant qui voulait faire lire une page d'un manuel scolaire à ses élèves, et ce qu'il m'expliquait, c'est que si je leur demande de lire une page, d'abord, ils ne sont pas de bonne humeur, ils n'ont pas l'air engagés, ils n'ont pas l'air contents, puis en général, ils ne la lisent pas. Fait qu'il dit, en bout de ligne, mon objectif est rarement atteint. Il dit, alors, j'ai trouvé une stratégie pédagogique là, qui me semble intéressante, et on est allé la voir dans sa classe. Ce qu'il leur a demandé aux élèves, il leur a demandé de lire la page, puis il a dit, vous allez vous regarder 2 vidéos sur YouTube. Alors déjà, il parle de YouTube, les jeunes étaient, hein, le sourire était là. Il leur dit, en équipe, vous allez résoudre un problème. Vous allez voir qu'il y a des opinions différentes. Et qui dit vrai? Et là, il leur a fait voir, bon, c'est en histoire, on parlait de la Révolution française, il leur a fait écouter une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il il utilisait des mots un peu, comment on peut dire gentiment au Québec, c'est sûr, ça ne passerait pas toujours, mais c'est une vidéo de 35 secondes, c'était rapide. Il leur a fait voir la vidéo d'Ubisoft qui présentait son jeu Assassin's Creed, qui se passait durant la Révolution française. Et il leur a demandé aux jeunes qui dit vrai. Alors Mélenchon disait qu'Ubisoft, ils n'ont rien compris aux révolutionnaires, ils les ont dessinés comme des barbares. Et puis après ça, il y avait dans le livre, est-ce qu'on ne parlait même pas de quoi ils avaient l'air, et les élèves, ils se sont mis en équipe. Et là, ils avaient des tâches précises, ils étaient encadrés. En bout de ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les technologies? Là? Ils ont regardé une vidéo de 2 minutes, une vidéo de 35 secondes, et ils ont lu une page. Ils sont assis ensemble, ils travaillaient en équipe, ils avaient à répondre à des questions, ils devaient chercher de quoi on leur... Et finalement, là, ils ont développé leur esprit critique, ils se sont rendus compte, ben, finalement, notre livre, là, c'est pas exactement vrai. Puis finalement, Mélenchon, il a exagéré un peu. Puis finalement, personne n'était pire que l'autre, mais ils ont débattu. C'est un peu ça le programme d'histoire aussi actuellement. Ils ont débattu, ils ont travaillé en équipe, ils ont résolu un problème, ils ont fait développer plein d'autres compétences, mais en bout de ligne, là, le contenu, ils le maîtrisaient parfaitement. Ils avaient même des nuances par rapport au contenu. Donc, résolution de problème, deuxième stratégie, ça fonctionne bien. On va rester un peu dans les jeux. Ben, j'ai dit tout à l'heure que euh, on reste plus ou moins 15 000 heures de la maternelle au cégep assis sur une chaise en bois. Ce n'est pas toujours intéressant. Il y a énormément un courant de recherche qui parle d'apprendre par le jeu éducatif. Mais on a fait plusieurs travaux là-dessus avec le numérique, et il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des jeux où est-ce qu'il y a une valeur éducative de zéro. Je ne veux pas être méchant, mais il y a des jeux vidéo, là, Grand Theft Auto, qui est le 5e jeu le plus populaire sur Terre. Si vous avez des ados, vous savez c'est quoi. Si vous n'avez pas d'ados, vous n'avez aucune idée. C'est un jeu de voiture où est-ce qu'on conduit, puis avec ta voiture, là, tu peux sauter d'un balcon à l'autre. Aucune compétence transférable dans la vraie vie, je vous promets. Puis tu as d'autres jeux comme Lapin Malin fait par Alloprof. Valeur éducative exceptionnelle. Nous, dans les études qu'on a fait, il n'y a pas un élève qu'on laisse dans son temps libre qui va dire ah, j'ai envie de jouer à Lapin Malin. Personne. Alors, les jeux qui ont bon, les jeux comme Grand Theft Auto, on oublie ça à l'école selon moi, mais il y a des jeux qui peut-être ont une valeur éducative moins grande, mais on sait que les élèves vont jouer spontanément. Ceux qui ont une valeur éducative très grande,
mais qui ne vont pas jouer spontanément. Il faut fournir un encadrement, des balises et tout. Et un exemple de jeu non éducatif, nous, on a fait justement un projet de recherche à l'école Paul Jarry. On a amené les jeunes à jouer à Minecraft. Mais Minecraft, là, on n'était pas obligé de les forcer. Durant le temps libre, il n'y a personne qui allait faire autre chose, ils restaient sur Minecraft. Alors donc, on s'est dit, bon, la valeur ludique était très, très forte, mais Minecraft, on a mis des balises pédagogiques. On a pris tout le programme de formation d'école québécoise. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on leur demande de faire comme projet qui peut être lié au programme de formation d'école québécoise? Et donc, ils avaient des tâches à faire dans Minecraft. On ne leur disait pas que c'était lié au programme de formation d'école québécoise. Ils étaient au primaire, là, on a resté très discret là-dessus. Mais dans les tâches qu'on leur demandait, on allait chercher des compétences en mathématiques et dans plein d'autres domaines. Ben, ces élèves-là, au début, avec la directrice, on s'est dit, bon, il y aura combien de volontaires? C'était sur une base volontaire, c'était après l'école, c'était pas durant les heures de classe. On avait 90 places, elles ont été comblées rapidement, mais ces élèves-là, on a fait des études statistiques et on a pu voir que par rapport aux résultats qu'ils avaient en mathématiques les années d'avant, ben, ceux qui avaient participé à 12 séances parascolaires après l'école de Minecraft, ben, le résultat en mathématiques à la fin de l'année, à la fin de la sixième année, était significativement plus fort que les autres qui n'avaient pas participé à ça. Et on a considéré plusieurs variables. Donc, apprendre par le jeu, il faut comprendre qu'il y a des jeux qui ont une grande valeur éducative, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les enfants. Il y a le contraire, il y a des jeux avec un grand caractère ludique, mais il n'y a aucune valeur éducative. Donc, il faut réfléchir à ça. Et je ne suis pas en train de vous vendre Minecraft du tout, mais l'idée, c'est juste de réfléchir à tout ça. Et l'idée d'apprendre par le jeu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et moi, je pense, c'est à l'école, on ne devrait pas jouer uniquement pour jouer. On devrait tenter de jouer pour apprendre. Et donc, c'est quelque chose qui, selon moi, est intéressant. Une autre innovation qui s'en vient à l'école, qui est déjà même dans certaines écoles, et qui prend une ampleur exceptionnelle, c'est la réalité virtuelle. Et juste pour vous mettre en contexte, c'est quoi la réalité virtuelle? Il y a eu une époque où on avait des casques en carton, puis vous avez peut-être tous essayé ça dans des congrès. On ne voit pas grand-chose. Tout le monde dit, ah, c'est le fun. Là, on dit aussi, ah, ben, c'est le fun. Mais il y a les nouveaux casques de réalité virtuelle, et il y en a encore des nouveaux qui sortent prochainement. L'impact sur l'immersion, c'est tout à fait exceptionnel. Avant la réalité virtuelle, soit que c'est quelque chose de créé en vidéo, mais quand c'était du réel, tu te promenais dans des images en 3D. Et maintenant, avec de nouvelles applications, tu peux mettre ton casque de réalité virtuelle, tu peux parler à ton casque parce qu'il y a une reconnaissance vocale, ou tu peux cliquer aussi. Tu peux emmener tes élèves, OK, qu'est-ce que ça tente d'aller voir le Mont Everest aujourd'hui? Et tu peux te mettre chef d'expédition dans ta classe comme prof avec une application qui s'appelle Wonder et tu les emmènes tous au Mont Everest. Mais quand tu arrives au camp de base, d'abord, ça ne te prend pas 2 semaines pour y arriver, tu y arrives en 3 secondes. Quand tu arrives au camp de base, tu n'es pas sur une image fixe. Tu es comme dans la réalité, tu vois des gens en train de bouger, en train de faire leur temps. Donc, tu es dans une vidéo 360, tu as l'impression d'être en plein milieu du camp de base et tu emmènes tes élèves. Donc, tu peux faire plusieurs usages éducatifs autour de ça. Les possibilités, c'est énormément utilisé en médecine. Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal, ils utilisent ça pour développer plusieurs compétences chez les infirmières aussi. Ça a un immense potentiel aussi. Je me dis, euh, pourquoi ne pas l'utiliser en éducation? Alors, la réalité virtuelle ou augmentée, mais surtout la réalité virtuelle, et pour apprendre ou développer des compétences. Et en médecine ou dans les domaines de la santé, c'est beaucoup utilisé. Il y avait un article dans la presse il y a quelques semaines sur tout ce qu'ils ont fait en réalité virtuelle à la Faculté des sciences infirmières. Et je me dis, pourquoi pas en éducation? Et quand le contexte s'y prête, c'est sûr que ça ne se prête pas toujours, mais il y a beaucoup de choses. Et puis, je vais clore ma parenthèse sur Ubisoft. Ils ont sorti, j'aime pas le nom de leur jeu quand même parce qu'il est embêtant. Ça s'appelle Assassin's Creed. Le nom pose évidemment pour plusieurs défis. Mais au-delà de ça, ils ont sorti une version éducative. Le jeu colle sur le programme d'histoire et puis le jeu, ce qu'il fait, il t'invite à visiter l'histoire, mais comme ami ou comme partenaire, aimerais-tu visiter tel endroit et comme compagnon de voyage, Léonard de Vinci? Alors, évidemment, il n'y a pas de magie. Quand l'enseignant présentait ça à ses élèves, beaucoup d'élèves ne savaient pas c'était qui Léonard de Vinci, au secondaire en plus, un grand. Mais finalement, après ça, ils ont appris c'était qui et tout, mais il y a quand même une possibilité exceptionnelle. Et puis l'idée, c'est pas du tout d'arrêter de prendre le livre, mais les enquêtes qui ont été faites autour de la réalité virtuelle, est-ce que
Avec ça, les jeunes ont l'impression de ne pas subir l'histoire, mais d'être le héros de l'histoire. La prise de la Bastille, ils font partie des révolutionnaires qui ont été libérés de la Bastille. Alors après ça, on apprend du contenu, on est motivé. Il y a quand même un volet assez intéressant pour les élèves. On veut leur parler de la Révolution américaine 1754 à 1783, mais avec la réalité virtuelle, on peut les amener et on peut leur faire vivre des éléments comme ça. Donc, tout un potentiel immense à être exploité. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, les élèves, ils aiment plusieurs choses avec le numérique. Une chose qu'ils aiment beaucoup, c'est créer. Et trop peu en classe, on les amène trop peu, les élèves, les apprenants, on les fait trop peu créer. Il y a tout un phénomène complexe derrière l'idée de créer quelque chose, sentiment d'accomplissement, etc. Ça amène les élèves à s'engager, c'est important. Évidemment, quand le contexte s'y prête, et quand le contexte s'y prête, il y en a plein qui disent, ah, mais par exemple, en mathématiques, on ne peut pas faire ça. Mais moi, j'ai vu des exemples exceptionnels en mathématiques où des profs de maths, ce qu'ils disaient, la réponse, bon, c'est pas juste ça qui compte, c'est le raisonnement. Il a demandé à ses élèves, il dit, OK, vous devez me faire une vidéo de 60 secondes de vous en train de résoudre le problème et de me l'expliquer. La durée de temps est embêtante pour les élèves parce que les élèves vont dû refaire le devoir à peu près entre 5 et 10 fois pour arriver à tout condenser en 60 secondes. Mais en bout de ligne, ce que l'enseignant m'a dit, un devoir papier-crayon, jamais ils vont le faire 5 fois. Jamais ils vont le faire 10 fois. Là, ils l'ont refait plusieurs fois pour arriver à respecter les barèmes de temps. Il fallait que la vidéo finale soit 60 secondes. Ils ont maîtrisé la matière, ils ont développé des compétences, ils ont eu du plaisir, ils ont utilisé le numérique, etc. Et tout. Euh, Rapidement, fournir une rétroaction, le numérique permet ça. Et le numérique, c'est vraiment exceptionnel. Une application comme Kahoot, qui est extrêmement populaire dans les milieux scolaires, mais ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est quoi? Te donner quelque chose à lire, tu veux savoir s'ils l'ont lu, ben, tu fais un sondage, ça prend quelques secondes et tu vois rapidement, visuellement, qui l'a lu, qui l'a pas lu. Tu veux aborder une nouvelle matière, tu veux voir quelles sont les connaissances antérieures de tes élèves, tu poses une question, la même chose, tu fais un sondage rapidement. Le feedback, ce n'est pas nouveau avec le numérique. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des recherches sur le feedback. Et il y a des chercheurs à l'Université de Stanford qui ont publié des thèses sur l'importance du feedback en éducation. Mark Lepper en 1982. Alors, ça remonte à très, très longtemps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le numérique, l'impact du feedback peut être décuplé. Les types de feedback, la fréquence du feedback, les sources, qu'est-ce qui donne le feedback, les élèves, les enseignants, les pairs, etc. Plein de choses qu'on peut faire avec ça. Avec le numérique, une autre piste importante, c'est favoriser la collaboration. Et c'est une des compétences du 21e siècle qui est très prisée par les employeurs aussi. Comment fait-on pour développer la collaboration avec le numérique? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mythe de penser que parce qu'on met des technologies, les élèves vont être plus solitaires. C'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'on peut faire en parallèle. On a visité une classe de français. Euh, L'enseignant faisait lire un roman aux élèves. Son objectif, c'était qu'ils lisent. Là. Mais pour les amener à lire, il leur dit, écoutez, quand vous avez fini le premier chapitre, vous allez sur Padlet, vous expliquez dans 50 mots qui, selon vous, a fait, pas parce qu'il voulait lire le chapitre, parce qu'il voulait vite aller écrire sur Padlet, c'était qui avait commis le délit, pas parce qu'il voulait lire le chapitre, parce qu'il voulait vite aller écrire sur Padlet, c'était qui avait commis le délit, puis il était surtout curieux de voir ce que les autres avaient écrit. Et dans sa classe, quand on finit le premier chapitre en faisant ça, quelqu'un a dit, est-ce qu'on va faire la même chose pour le deuxième? L'enseignant avait gagné son pari. Il a engagé ses élèves. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils devaient lire là-dessus. Et donc, la collaboration, c'est quelque chose d'important. Euh, on a un grand mythe dans notre société. On parle beaucoup, les natifs du digital. On s'imagine que les jeunes sont tellement bons. Ils sont bons, mais ils sont bons pour jouer puis socialiser sur les réseaux sociaux. Parce que les jeunes, les premiers logiciels qu'ils utilisent, ça dépend de la catégorie d'âge. Instagram, vers la fin du primaire, est numéro un. Ensuite de ça, Snapchat. Et ensuite de ça, YouTube et quatrième, Facebook maintenant. Snapchat, là, si vous arrêtez, s'il y en a qui viennent de Montréal, si vous arrêtez au McDo à Madrid, là, le Madrid 2.0, ça s'appelle J'ai vu, c'est gentil. Et on demande aux jeunes de poser leur candidature par un Snap. Moi, ça m'a marqué. Tu n'as même plus de CV à remplir quand tu es jeune. Si tu veux travailler au McDo, tu remplis. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Alors, et donc, développer les compétences numériques des jeunes, c'est quelque chose de très important. On est en 2019. Il y a 6 milliards de recherches par jour sur Google. On veut développer les compétences informationnelles des jeunes. Et les compétences informationnelles, c'est beaucoup plus que de chercher de l'information. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Il y a 110 ans, Thomas Edison avait dit que le vidéo, le film, le cinéma allait révolutionner l'éducation. Ben, YouTube, c'est actuellement le troisième site le plus visité sur Terre. C'est une des activités préférées par les jeunes. Mais il ne faut pas se limiter uniquement à la visionner des vidéos. Oui, c'est quelque chose de simple et d'intéressant. On peut amener les enseignants à créer des vidéos. On peut amener les enseignants à amener les élèves à créer les vidéos et on peut utiliser des outils qui permettent d'enrober tes vidéos dans une leçon pédagogique. Par exemple, des outils comme Edpuzzle, mais il y en a beaucoup d'autres. Tu rentres le lien de ta vidéo, tu peux poser des questions en plein milieu, tu peux poser une question à la fin, et toi, comme enseignant, tu sais quel élève a répondu à la question au milieu, quel élève s'est rendu à la fin de la vidéo. Donc, tu as comme une espèce de trace de cet apprentissage, parce que sans trace, on ne peut pas garantir que les élèves auront appris. Faire participer les apprenants au développement d'intelligence collective. Moi, c'est un projet qu'un pays s'est donné. Je me dis, waouh, quelle magie quand même. Très simplement, globalement, on est trop passif par rapport au contenu sur Internet. Les jeunes, au Québec comme ailleurs, on voit le contenu, mais on ne participe pas à son développement. Dans certains pays, ils se sont dit, on va arrêter ça et on va contraindre les jeunes à mettre du contenu en ligne, on va rendre ça obligatoire à l'école. Si vous allez sur Wikipédia, là, vous allez penser que l'anglais, c'est la première langue, vous avez raison. Vous pensez que l'allemand est la deuxième, que le français est la troisième, vous avez tort. La deuxième langue, c'est quoi sur Wikipédia? C'est le suédois, qui va probablement dépasser l'anglais bientôt s'il continue comme ça. Pourquoi ils sont deuxièmes? D'abord, on ne parle pas suédois ailleurs qu'en Suède, hein, je vous rassure. C'est pas comme le français. Pourquoi ils sont deuxièmes? Parce qu'ils ont mis ça obligatoire. À l'école, comme projet, tu dois mettre des choses sur Wikipédia. C'est obligatoire. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Les élèves, ils ne sont pas juste en train d'aller sur Internet en disant c'est les autres qui ont mis ça. Eux-mêmes, ils développent cette culture. Moi aussi, je mets du contenu sur Internet. Il y a des choses qui sont très intéressantes pour les élèves, donner une dimension planétaire aux travaux, pour montrer ça pas juste à leurs enseignants, au reste du monde. On peut utiliser les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, sur mon site, on a répertorié plusieurs usages intéressants qu'on a observés dans les salles de classe. Et donc, Twitter, par exemple, mais ce n'est pas le seul. Euh, on est en 2019, quand on échoue, quand on n'obtient pas son diplôme d'études secondaires, il y a deux principales matières qui posent problème, le français, les mathématiques. Je me dis, comment ça se fait on n'apprend pas aux élèves encore à utiliser tout le potentiel des outils numériques pour écrire. Ici, ce n'est pas un élève qui est en train de jouer à un jeu. Là. Il fait son examen du ministère parce qu'il y a eu plusieurs écoles qui ont eu des dérogations. Et donc, en deuxième secondaire, ça se passe en mai en général. Il fait son examen du ministère. Il fait 85 mots minutes. Il écrit avec 2 pouces. Sœur Boisvert, qui m'a montré la dactylo secondaire, n'aimerait pas ça. Mais au-delà de ça, il écrit vite, il écrit bien. Mais comment il s'est rendu là? Pas par magie, parce que son enseignante, elle lui a fait écrire semaine après semaine sur sa tablette. Et donc, moi, je me dis, c'est inconcevable là, de ne pas montrer aux jeunes comment utiliser tout le potentiel des outils numériques. Il y en a plein. Faire attention à des outils plus complexes que d'autres. Il y a des outils, vous savez, quand tu as du mal en français, tu mets ça dans l'antidote, puis on fait 3 pages de commentaires, c'est raide. Ça ne va pas t'aider. Alors, il y a des outils des fois gratuits, plus simples. Tu peux commencer par là, avant d'aller dans des outils plus complexes. Bonpatron.com, c'est gratuit. Puis je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter la preuve de tous les crayons, absolument pas. Rapidement, parce que le temps file, développer l'esprit critique des élèves dans divers contextes, et c'est quelque chose d'important. On parle beaucoup des fausses nouvelles, mais il faut leur montrer c'est quoi les stratégies pour trouver les fausses des vraies nouvelles. Quand on met le numérique en classe, il faut des règles. Pas de règlement, ça ne marche pas. Il faut des règles, il faut aussi apprendre à faire confiance. On met le numérique en classe, il va y avoir des problèmes qui vont surgir, ça fait partie. Mais il faut apprendre à faire confiance aux apprenants. Si on ne prend pas de risques, ça ne marchera pas. Dans beaucoup d'écoles, on dit qu'on n'a pas de technologie, c'est vrai. Et ben, je me dis, profitons des technologies que les élèves ont sur eux déjà, surtout au secondaire. Il y a une étude qui a été citée dans le New York Times, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais brièvement, ils ont un système qui s'appelle Remind, qui envoyait juste des messages textes, mais ce n'est pas envoyé par le cellulaire du prof, c'est une plateforme qui envoie des messages personnalisés. Remind.com, c'est gratuit. 75 millions d'usagers en Amérique du Nord déjà, en français, en anglais. Mais juste avec ça, ils ont réussi à augmenter la réussite éducative de 9% dans des écoles défavorisées dans la grande région de New York. Alors, juste avec des messages de rappel, d'encouragement, etc., si ça vous intéresse, je vous donnerai les détails de l'étude. Parce que pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont sur les messages textes. C'est un tableau qui présente les statistiques de messages textes avec toutes les références d'où ça vient. Bon, plus on est âgé, moins on a d'amis pour envoyer des messages textes. Mais disons que c'est les jeunes, c'est quelque chose d'omniprésent, malheureusement. 3 autres stratégies, impliquer les parents, c'est important parce que le numérique, ça les inquiète. Euh,
on est dans la province de l'intelligence artificielle, explorer l'usage de l'intelligence artificielle en éducation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je vous aurais montré des copies d'écran de livres intelligents, mais on ne rentrera pas là-dedans. Si ça vous intéresse, on a fait une fiche synthèse des impacts positifs et potentiels de l'intelligence artificielle. Amener les apprenants à agir en citoyens numériques responsables, c'est important. Et dernière chose, garder des traces. On fait des projets, on fait des expériences, on veut documenter ça pour que d'autres le fassent. Et en conclusion, je vous dis que ce n'est pas le numérique seul qui peut engager les élèves, ce sont des usages réfléchis qu'on en fait comme enseignant, des usages réfléchis que l'on amène les apprenants à en faire. Et je vous laisse sur une vidéo qui dure 30 secondes, c'est le temps qui me reste pour finir à 20, qui résume notre travail réalisé dans divers contextes scolaires où je mets en évidence l'impact du numérique sur diverses compétences. Alors, c'est une vidéo qui dure vraiment peu de temps qui va présenter ça. Merci à vous. Merci, M. Carsanti. Alors, je suis certaine que vous avez réalisé, grâce à la conférence de M. Carsanti, que le potentiel du numérique est infini. Et je suis aussi certaine que plusieurs ont des questions à adresser à M. Carsanti. En web diffusion, je rappelle que vous pouvez utiliser la section clavardage et je vous invite aux gens de la salle à venir prendre place au micro pour poser vos questions. Bonjour, Alain Poirier. Je sais que vous avez fait des travaux sur la mobilisation des garçons au numérique. Je m'assure que vous donniez les principaux topos de vos recherches. Écoutez, on a profité d'un contexte favorable. Il y avait à un moment donné toute une mode en se disant les garçons sont peu intéressés pour l'école, mais on n'a jamais exclu les filles de ces projets-là. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que le numérique a beaucoup d'impact sur les garçons et au niveau de l'écriture, c'est très intéressant parce que les garçons partent peut-être de plus loin, donc le numérique a un impact plus grand, notamment parce qu'ils partent de plus loin aussi. Donc, entre plusieurs résultats liés à ça, et c'est quelque chose de très intéressant. Mais si vous m'écrivez, je pourrais vous envoyer le dernier rapport qu'on a sorti où est-ce qu'on présente certaines différences de sexe entre garçons et filles. Là. Mais peut-être juste, c'est bon pour les deux, pour les garçons comme pour les filles. Moi, je suis tout à fait contre l'idée que les garçons, ils doivent jouer à l'école et les filles travailler dur. Je suis tout à fait contre cette idée-là, vraiment profondément, mais il y a un problème des fois. L'attitude des garçons envers l'écriture, elle est beaucoup plus défavorable que les filles, par exemple. Et donc, pour la lecture aussi, donc pour plusieurs aspects pour lesquels les garçons sont plus un peu réticents, le numérique va jouer un rôle intéressant. Mais si vous m'écrivez, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Bonjour. Bonjour, M. Carsanti, Chantal Bourdage. Je voulais juste savoir au niveau de votre vision ou comment, au niveau des stratégies dans vos étapes, vous disiez, bon, former, équiper, accompagner. Comment vous voyez la formation des membres du personnel des enseignants? En 30 secondes, oui, ben, il faut que ce soit géométrie variable d'abord. Ça veut dire quoi? Il faut des fois des formations qui émergent des besoins des enseignants, mais je ne veux pas être méchant ni condescendant.
mais tu ne peux pas avoir le besoin d'en apprendre sur la réalité virtuelle si tu n'en as jamais entendu parler. Donc, des fois, c'est pas juste d'en bas, il faut que ça vienne d'en haut. Des fois, il faut des formations, est-ce qu'il y a des grands groupes? Des fois, il faut des formations plus, un accompagnement plus individualisé aussi. Donc, il faut, la recherche sur le développement professionnel et numérique, c'est complexe, mais il faut une variété. Et donc, des fois, des interventions en petits groupes, il faut faire ça aussi. Et peut-être une dernière chose que les recherches ont bien montré là-dedans, il faut du temps. Un des grands problèmes au Québec qu'on a avec les tableaux blancs interactifs, c'était pas le manque de formation. Tu es prof au secondaire, tu as 4-5 groupes de 30 quelques élèves, tu as une journée de formation sur le TBI, tu retournes dans ta classe le lendemain, c'est raide. Du temps, une journée, 2 journées, 2 journées. En Ontario, là, que j'ai dénoncé pour les téléphones cellulaires, les conseils scolaires francophones, certains donnent jusqu'à 10 jours aux nouveaux enseignants, 10 jours de dégrèvement pour leur donner du temps pour s'assimiler. Alors, ça peut être un message intéressant. Voilà, merci. Merci. Rakia Laroui, professeur à l'UQAR, merci beaucoup, chers collègues, pour cette fascinante communication. J'aurais deux interrogations. Vous avez bien mis l'accent sur les usages. Et si je prends votre exemple vraiment du professeur qui avait utilisé pour ses étudiants, l'exemple que vous avez donné m'interpelle parce que ça pose le problème du rapport au savoir par rapport à l'histoire. Donc les 3 éléments, sources que vous avez choisis, interpellent la médiation. Donc le problème de la médiation et le rapport qu'entretient l'apprenant avec le savoir. Effectivement, les environnements numériques nous posent le problème de crédibilité. Donc, à partir de quoi, à partir de quelles balises ces savoirs sont choisis parce que les usages, donc le numérique n'est qu'un outil, les savoirs, donc le rapport au savoir est transformé par justement ces usages et nous interpelle au niveau de la médiation et au niveau des choix avant de les utiliser. Donc, et il nous pose le problème de l'éthique et de la crédibilité. Merci. Ben, écoutez, rapidement, d'abord, le numérique, selon l'usage qu'on en fait en classe, ça peut permettre la démocratisation des savoirs. Ça veut dire, c'est pas uniquement l'enseignant ou le manuel scolaire qui est la seule source de connaissances. Et au contraire, l'enseignant d'histoire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené ses élèves à réaliser que même votre manuel scolaire, parce que les élèves, ils voient un manuel scolaire comme c'est l'imprimature, c'est la vérité absolue. Mais non, même votre manuel scolaire, ben, des fois, ce n'est pas toujours aussi vrai que ce qu'on pourrait le penser. Et donc, dans sa classe, ce qu'on voyait, c'est des élèves justement débattre sur qui dit plus vrai que l'autre. Et donc, cette idée de démocratiser les savoirs pour un enseignant, ça peut déstabiliser un peu, mais je pense que c'est quand même intéressant. Et maintenant, l'idée de développer l'esprit critique, mais c'est aussi dans le nouveau programme d'histoire, par exemple. On n'est plus dans le par cœur en histoire, on veut développer l'esprit critique, on veut interpréter le passé avec ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je pense que c'est tout cette connaissance qui est un peu en mouvance, qui est intéressante, et cette idée de l'enseignant qui connaît tout. L'enseignant connaît beaucoup plus que les élèves, je pense encore, mais l'idée d'amener les élèves à reconnaître qu'il y a peut-être un partage de connaissances qui peuvent être faits en classe, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Il était 27, c'est ça? C'est vous qui gérez le temps? Ou alors, bonne continuation dans ce congrès du CETREC. Alors, merci encore une fois et je vous rappelle que dans une dizaine de jours, vous devriez recevoir par l'infolette du CETREC le lien pour l'enregistrement de la conférence d'aujourd'hui.